Le secrétaire général de l'ONU soutient l'appel de l'Agence internationale de l'énergie atomique en faveur d'une zone de sécurité à la centrale ukrainienne de Zaporijia. Berlin attendra avant de fermer ses 3 dernières centrales nucléaires pour faire face à une éventuelle pénurie d'énergie cet hiver. Le Conseil de sécurité de l'ONU réuni en urgence à l'appel de la Russie pour examiner la situation de la centrale nucléaire de Zaporijia. Le secrétaire général des Nations Unies relaie l'appel lancé par l'Agence internationale de l'énergie atomique qui réclame l'établissement d'une zone de sécurité autour du site. Les forces russes et ukrainiennes doivent s'engager à ne pas mener d'activités militaires en direction ou à partir du site de la centrale. L'installation de Zaporijia et ses environs ne doivent pas être une cible ou une base pour des opérations militaires. Dans un second temps, il faut qu'un accord sur un périmètre démilitarisé soit obtenu. La Russie et l'Ukraine continuent de s'accuser mutuellement de menacer la plus grande centrale nucléaire d'Europe. Nous regrettons que dans votre rapport sur la mise en œuvre des garanties en Ukraine depuis avril cette année, publié il y a seulement quelques heures, la source des bombardements ne soit pas directement nommée. Tant que nous contrôlions la station, il n'y avait aucune menace de catastrophe radiologique. Dès que la Russie est arrivée, le pire des scénarios est immédiatement devenu possible. La semaine dernière, les inspecteurs de l'AIEA visitaient le site de Zaporijia occupé par les forces russes. Les bombardements se sont poursuivis pendant leur séjour, poussant le chef de l'agence Raphaël Grossi à mettre en garde contre un risque très réel de catastrophe nucléaire. Si l'agence se garde jusqu'à présent de rejeter la faute sur l'une ou l'autre des parties, elle dénonce une situation intenable et réclame des mesures provisoires d'urgence. L'AIEA insiste. Toutes les parties doivent accepter la création d'une zone de protection de la sûreté et de la sécurité nucléaire afin d'éviter de nouveaux dommages. Son époux à ses côtés, la nouvelle première ministre du Royaume-Uni, Liz Truss, franchit la porte de Downing Street. Une entrée dans le vif en pleine tempête économique et sociale provoquée par l'envolée des prix de l'énergie et une inflation généralisée à 2 chiffres. Pour appliquer son programme axé sur les baisses d'impôts, Liz Truss nomme les poids lourds d'un gouvernement qui s'annonce très conservateur. Pour la première fois, 3 des principaux postes du cabinet seront occupés par des élus issus de la diversité, tous des fidèles. Kwasi Kwarteng, fils d'immigrés ghanéens, adepte d'un État peu interventionniste, est nommé ministre des Finances. Suella Braverman, d'origine indienne, hérite de l'intérieur où elle aura à gérer le délicat dossier des traversées illégales de la Manche. James Cleverly, dont la mère est originaire de Sierra Leone, devient lui chef de la diplomatie. Thérèse Coffey est nommée à la tête d'un système de santé en souffrance, ainsi qu'au poste de vice-première ministre, pour former avec Liz Truss le premier duo féminin à ce poste de l'histoire du pays. Ben Wallace fait quant à lui figure de rescapé du précédent gouvernement, en conservant la défense. La formation des équipes ministérielles devrait prendre quelques jours, tandis que la pression monte pour celle qui devra à présent convaincre au-delà des rangs conservateurs. Je supporte Liz Truss. Je pense qu'elle sera une grande première ministre pour ce pays. Je pense que la nouvelle première ministre va décevoir. Je ne pense pas qu'elle soit la bonne personne pour ce poste. Elle a été libérale-démocrate, mais elle ne l'est plus. Elle a été contre le Brexit, elle est aujourd'hui pro-Brexit. Sa première épreuve dans son nouveau costume aura lieu à la Chambre des communes à la mi-journée, où elle affrontera le leader travailliste Keir Starmer lors des traditionnelles questions au Premier ministre. L'Allemagne attendra avant de fermer ses centrales nucléaires. Conséquence de la guerre en Ukraine et des risques de pénurie de gaz russe dont le pays est particulièrement dépendant, Berlin a fait le choix de la sécurité en prolongeant la durée de vie de son parc. Ironie du sort, c'est le ministre de l'économie et du climat Robert Habeck, issu du Parti vert, connu pour ses positions anti-atomes, qui a annoncé la décision. 2 des 3 dernières centrales allemandes qui devaient fermer à la fin de l'année resteront en veille jusqu'au printemps et seront rallumées en cas de pénurie d'énergie durant l'hiver. Une décision très critiquée par les organisations environnementales, Greenpeace estimant que la volonté des électeurs n'a pas été respectée. De leur côté, les conservateurs de la CDU-CSU estiment qu'il aurait été absurde, compte tenu du contexte, de se priver des capacités de production d'électricité du pays. Un point de vue partagé par les libéraux, membres de la coalition gouvernementale, qui réclament que les 3 centrales encore opérationnelles restent actives jusqu'en 2024.
La solution médiane, adoptée par Robert Habeck, pourrait faire des remous au sein du gouvernement. L'annonce du ministre allemand de l'économie et du climat a été assez surprenante. On s'attendait, en raison de la situation énergétique actuelle, de l'invasion de l'Ukraine par la Russie et du manque de gaz, qu'il annonce que l'Allemagne maintiendrait en activité 2 de ses 3 centrales nucléaires restantes au-delà de la date d'arrêt prévue à la fin de l'année. Or, ce n'est pas ce qu'il a annoncé. Il a annoncé que ces 2 centrales seraient maintenues en réserve, mais qu'elles seraient déconnectées du réseau. Et il a laissé entendre qu'elles ne seraient utilisées qu'en cas de nécessité absolue. Des révélations du Washington Post suite à la perquisition il y a un mois de la résidence de Donald Trump à Mar-a-Lago en Floride. Selon le journal, un des documents saisis détaille les forces militaires et notamment les capacités nucléaires d'un gouvernement étranger. Le nom du pays en question n'est pas précisé et on ignore s'il s'agit d'un pays allié ou non des États-Unis. Quelques jours après l'opération au domicile de l'ancien président américain, le Washington Post avait assuré que le FBI était à la recherche de documents liés à des armes atomiques. Quelques 11 000 documents gouvernementaux et photos ont été saisis dans le cadre d'une enquête sur des archives de la Maison-Blanche que Donald Trump aurait illégalement emportées à la fin de son mandat. Pour aider les ménages à faire face à l'inflation, le Portugal a dévoilé en début de semaine un programme de 8 mesures baptisé les familles d'abord. Le Premier ministre socialiste António Costa est revenu sur le coût de ces mesures lors d'une conférence de presse. Grâce à une gestion responsable du budget, nous pouvons adopter en toute sécurité cette nouvelle série de mesures qui, rien que cette année, aura un coût supplémentaire de 2,4 milliards d'euros, exclusivement consacrés aux familles. De 2.400 milhões de euros, exclusivamente dedicados às famílias. Le Premier ministre préconise la prudence pour éviter toute spirale inflationniste. L'essentiel est d'être parvenu à combiner des mesures qui, à court terme, aident les familles à maintenir leur pouvoir d'achat. Et cela sans alimenter la spirale inflationniste. Car le risque est de voir les prix de nouveau augmenter demain. Alors nous perdrions les bénéfices de l'augmentation d'aujourd'hui. Parmi les différentes aides figure notamment un chèque de 125 € qui sera versé à toute personne gagnant jusqu'à 2 700 € bruts par mois. Cette somme sera majorée de 50 € pour chaque enfant. Les retraités toucheront quant à eux un supplément équivalent à la moitié de leur pension mensuelle. L'exécutif, qui dispose d'une majorité absolue au Parlement, demandera également aux députés de voter une réduction de la TVA sur l'électricité qui passera de 13 à 6%. J'ai pas à présenter des excuses, c'était une blague de mauvais goût. Il a plaidé la maladresse. Mais croyez-moi, au lendemain de la polémique sur les jets privés, l'entraîneur du Paris Saint-Germain dit regretter ces mots. Eux aussi n'ont pas du tout apprécié la plaisanterie. Plusieurs militants de l'ONG de protection de l'environnement Greenpeace ont mené une action coup de poing ce mardi devant le Parc des Princes, peu avant la rencontre entre le PSG et la Juventus. Il ne digère pas la réponse de Christophe Galtier après la question d'un journaliste sur les déplacements de ses joueurs en avion plutôt qu'en train. Est-ce que vous en avez parlé à vos joueurs ? Pour être très honnête avec vous, ce matin, on a parlé avec la société qui organise nos déplacements. On est en train de voir si on ne peut pas se déplacer en char à voile. Les mots de l'entraîneur ont aussitôt provoqué une avalanche de critiques et la colère des militants. En fait, on est ici pour interpeller le PSG et Christophe Galtier qui s'est moqué des questions climatiques hier pendant cette conférence de presse. Et donc symboliquement, on l'a pris au mot parce qu'on est amené un char à voile devant le Parc des Princes aujourd'hui, alors qu'il y a le match contre la Juventus qui va démarrer bientôt. Et pour essayer de faire prendre conscience les responsables du PSG qu'on ne peut plus aujourd'hui se moquer impunément comme ça de la crise climatique. Le coach du PSG a assuré de son côté que le club prenait très au sérieux les questions climatiques.